Et oui, bonsoir, bienvenue à Radio Tom pour l'émission Le temps d'une quarantaine. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va super bien. Alors, aujourd'hui, on est de retour après une fin de semaine de congé. D'ailleurs, j'ai pas été seul à en prendre. Je vais vous en parler tout à l'heure. On a eu un congé de point de presse de notre gouvernement provincial cette fin de semaine. Donc, on se retrouve aujourd'hui, le 20 avril, pour une grosse émission avec beaucoup d'actualités. Je vous rappelle qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui. Alors, un tour de l'actualité. Sans oublier l'entrevue à 20h15. Ce soir, c'est avec Gabriel Garon, qui est chef d'antenne à Radio-Canada Ontario, qui va venir nous parler de comment est-ce qu'il vit ça, la quarantaine. J'ai très hâte de vous présenter ça. Ça va être très, très intéressant. Et à 20h30, eh bien, la quatrième chronique de Nathan Dessureau. Quatrième ou cinquième? Quatrième, je pense. Oui, exactement. Donc, quatrième chronique de Nathan Dessureau sur l'électronique, cinéma et tout ça, là. Vous l'avez entendu quelques fois, ça va ressembler aux trois dernières séances. Juste avant de commencer mon actualité, je vais en profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à Louis-Philippe Beauchemin, qui avait été mon invité du 25 mars dernier, et qui a d'ailleurs m'aidé à créer ma radio internet, là, vraiment grâce à lui si j'ai eu ça. Il m'a parti ça le samedi soir avec lui, il m'a montré plein de choses, même les journées d'après, il m'a montré comment gérer cette page. Donc, très hâte de... Donc, merci beaucoup, Louis-Philippe, encore. Profite de ta journée. J'espère que tu as passé une très belle journée. Donc, 27 ans aujourd'hui. Bonne fête, Louis-Philippe. Sur ce, on va commencer le tour de l'actualité. Je vais pas commencer comme d'habitude, vous allez le voir. Là. Je vais pas parler de la tuerie en Nouvelle-Écosse. Je vais commencer à vous parler de quelque chose qui s'est passé cette fin de semaine. On ne commencera pas avec le Québec. Je vais vous parler... Ça s'est passé en Nouvelle-Écosse. Il y a eu une fusillade, une tuerie, si vous voulez. Qui s'est déroulée malheureusement dans ce temps de crise, et ça a été la fusillade ou la tuerie la plus ravageuse de l'histoire que le Canada a connue. Dans le fond, c'est un homme de 51 ans qui s'appelle Gabriel Wortman, qui est dentiste, lui, en Nouvelle-Écosse, qui a ouvert le feu dans différentes villes de la Nouvelle-Écosse, faisant 19 victimes. Bon, 18 parce qu'on l'a inclus dans les 19 victimes, car au total, depuis qu'il y a eu ces événements-là, il y a eu 18 morts, plus le tireur, donc il a fait 18 victimes, donc au total 19 morts dans toute cette saga de chasse à l'homme, de tuerie. Dans le fond, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Samedi soir, la police de la Nouvelle-Écosse a annoncé sur leur Twitter qu'ils enquêtaient sur une maison incendiée qui avait possiblement des armes à feu. Donc, ils ont dit aux gens, faites attention, on enquête sur ça. Mais ils n'ont pas annoncé que c'était un tireur actif et qu'il était toujours en fuite. Finalement, dimanche après-midi, on a croisé l'homme en question qui a été finalement abattu. Au début, on avait dit qu'il avait été arrêté, mais non, il a bien été abattu. Il est décédé suite aux échanges de coups de feu avec les policiers. Donc, l'homme en question a été abattu. Et puis, ce qu'on a appris aujourd'hui par la GRC qui a fait son point de presse à 13h, oui, le gouvernement du Québec, lui, a déplacé son point de presse même à 1h30 pour leur laisser la GRC à 13h, 14h de la Nouvelle-Écosse. Ils ont fait un point de presse pour dire que, dans le fond, les 19 morts, il y a 16 scènes de crime. Imaginez! 16 scènes de crime. Ça veut dire que sur les 19 morts, ils ont tué beaucoup à des places différentes. Donc, c'était presque prémédité. En plus, l'homme s'était déguisé en policier de la GRC. Il y avait une voiture de patrouille de la police de la GRC. Donc, tout était spécial. Donc, je ne serais pas surpris que c'était prémédité. Pour l'instant, la police va enquêter. Et malheureusement, on a appris que la plus jeune victime de cette fusillade, elle a 17 ans. Elle s'appelait Emily Tuck. Donc, tantôt, j'ai regardé le bilan des victimes. Là. Il avait dit qu'il n'y avait pas de mineur, mais c'est faux. Il y a vraiment une fille, malheureusement, de 17 ans. Une famille qui s'était faite complètement ravager. Là, 2 parents ainsi que leur fille qui ont été tués. Donc, c'est atroce ce qui s'est déroulé là. J'offre toutes mes condoléances aux familles des victimes de cette attaque qui s'est déroulée ce samedi et ce dimanche, car la fusillade s'est poursuivie pendant presque un bon 12-13 heures en Nouvelle-Écosse dans plusieurs villes. Donc, je vous souhaite que vous puissiez retourner à vos vies normales. On l'avait vécu, nous autres, une tuerie à la mosquée de Québec. Ça n'avait pas été aussi long, ça avait duré peut-être 1 heure, la chasse à l'homme maximum, avec Alexandre Bissonnette. Mais bon, j'imagine ce qu'ils ont vécu là. On va savoir qu'est-ce qui s'est passé dans l'homme de ce dentiste-là. Pourtant, quand même, un denturologiste, c'est un bon métier. Alors, on verra bien ce qui va arriver pour l'enquête. Maintenant, vous avoir parlé de ça, je vais aller un petit peu rapide parce que là, déjà 20h04, il faut que je vous fasse mon actualité. Au Québec, M. Legault a fait sa sortie, son point de presse quotidien, sauf que
Différemment aux autres jours, comme je vous l'ai dit, ça a été à 13h30 pour laisser la place à la GRC à 13h d'aller faire leur annonce. On a appris qu'au Québec, on était rendu à 19 319 cas, 939 décès. Donc, au niveau des cas, c'est 962 de plus. Et au niveau des décès, c'est 62 de plus. Donc, je vous répète, le 19 319 cas plus 962. Les décès, 939 pour une augmentation de 62. C'est quand même beaucoup. Au niveau des hospitalisations, eh bien, on en a 11 069. Et 198 aux soins intensifs, ça avait diminué, mais malheureusement, ça a augmenté aujourd'hui. Ça avait diminué dans les derniers jours. D'ailleurs, cette fin de semaine, il n'y a pas eu de point de presse. Il y a eu relâche de notre gouvernement. Je vous en avais parlé là, que le gouvernement de M. Legault songeait à retirer les points de presse le samedi et le dimanche. Ça a été fait pour la première fin de semaine. Donc, son cabinet qui avait fait entendre la rumeur, ben, elle était vraie. M. Legault, M. Arruda et Mme McCann n'ont pas sorti ce samedi et ce dimanche, mais ils étaient de retour en force aujourd'hui. Puis, il me semble, on sentait M. Legault plus positif un peu, M. Arruda un petit peu plus réveillé, Mme McCann aussi. Donc on les sentait plus prêts à répondre aux questions de nos journalistes. Puis encore un très bon point de presse de la part de nos gouvernements provinciaux. Sinon, là, je parlais beaucoup des écoles dernièrement, que c'était pas clair, puis que là, ça allait d'un bord puis de l'autre. Finalement, on a appris que les écoles ne rouvriront pas avant le 4 mai au moins. Donc, c'est ce que M. Legault a officiellement annoncé. Là, il a dit, il y a un journaliste qui lui a posé la question aujourd'hui disant, bon, Monsieur Legault, pour les écoles, qu'est-ce qui en arrive? Parce que là, ils ont dit que ça prenait au moins 2 semaines de préparer peut-être une rentrée. On est à 2 semaines. Et il a confirmé, on ne recommencera pas l'école dans 2 semaines. Donc, si vous pensez qu'on va recommencer le 4 mai, c'est négatif. On va recommencer la semaine d'après au moins. M. Legault n'a pas dit de date, mais pour l'instant, je vous rappelle, il y avait des scénarios qui avaient été mis soit à milieu mai, début juin, ou sinon début septembre, fin août pour débuter l'année scolaire puis finir complètement celle-là. Donc on verra qu'est-ce qui va arriver avec l'année scolaire. Monsieur Legault, comme il dit, discute beaucoup avec la santé publique. Sinon, aussi, faut que j'aille vite, là, ça file. Monsieur Legault a demandé aux travailleurs des régions les moins touchées, comme par exemple le nord du Québec, le Saguenay, la province de Québec, Charlevoix, non, pas la province, excusez-moi, la région de la capitale nationale, qui est la région de Québec, la région de Chaudière-Appalaches, que si il y avait des gens de la santé qui ne travaillaient pas beaucoup, à cause qu'il n'y avait pas beaucoup de cas, de venir aider sur l'île de Montréal, ils seraient logés, nourris à des hôtels, payés par le gouvernement. Donc, c'est ce que offre M. Legault. Est-ce qu'il va y avoir des réponses? On verra bien. On verra ce que ça donne. Sinon, on va aller du côté du Canada maintenant, car déjà 20h07. Le Canada, on est rendu à 36 672 cas et 1710 morts. Donc, le Canada a malheureusement eu encore beaucoup de victimes. On a atteint on s'approche du cap des 2000 morts. On l'espère pas, mais je vous rappelle que Santé Canada avait prévu entre 11 000 et 22 000 morts. Donc, il y a des chances. Il y a des chances qu'on en ait plus. C'est pas mal probable. Les morts, pour avoir regardé les statistiques tantôt, c'est juste en Québec, pas en Ontario quasiment qu'il y en a. La Colombie-Britannique en a à peu près 80. L'Alberta, ça en a peut-être dans le coin des 100. Mais je vous dirais que, à part nos top 3, où est-ce qu'il y a beaucoup de cas, tout ce qui est la côte ouest un petit peu plus. Donc, imaginez donc le Manitoba, la Saskatchewan, les territoires aussi du Canada, là, on a 3 territoires en haut, ce n'est pas vraiment beaucoup touché, ainsi que les provinces de l'Atlantique non plus qui ne sont pas vraiment touchées au niveau des termes de mort, là, c'est vraiment le Québec et l'Ontario. D'ailleurs, je vais vous annoncer le nombre de cas tout de suite. Le Québec a 19 319 cas, et l'Ontario nous suit en deuxième place avec 11 184 cas, ils ont malheureusement atteint le 10 000 cas. L'Alberta sont rendus à 2803 cas. Donc, c'est là que vraiment c'est le plus grave. Mais comme je vous dis, dans le coin de l'Ontario, on est rendu dans le coin des 630 morts. Au Québec, on est à 930. Donc, on a 12 000 morts sur 1700 avec le Québec et l'Ontario juste ensemble. Donc, c'est vraiment les provinces les plus touchées. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention au Québec de ne pas tout réouvrir. Sinon, M. Trudeau, aujourd'hui, il a fait son point de presse. Il n'y a pas de grosses annonces, mais il a tenu à rendre hommage aux victimes de la fusillade en Nouvelle-Écosse. Il a dit que ces actes étaient inacceptables. Et puis, il a rendu hommage. Il a dit, je pense à tous les parents, grands-parents, enfants qui ont perdu quelqu'un de leur famille. Donc, un hommage rendu par M. Trudeau aujourd'hui. Sinon, avant de finir, je vais vous parler de quelque chose qui a été entendu parce que la Chambre des communes d'Ottawa, qui est là où est-ce que siègent les députés,
se sont finalement attendus pour faire des séances virtuelles. Et une seule séance avec des députés à la Chambre des communes. Quand la crise du COVID-19 a commencé, je vous l'explique rapido, Monsieur Trudeau a annoncé je fais la Chambre des communes jusqu'au 20 avril. Là, on est tombé le 20 avril aujourd'hui, ils s'étaient pas entendus, donc il fallait qu'ils retournent. Il y a eu 37 députés qui sont allés siéger de tout parti et se sont finalement entendus pour faire une séance en direct avec des députés à la Chambre des communes et d'autres séances par vidéoconférence, donc 2-3 autres séances par vidéoconférence. Donc toutes les fois que ça sera en direct avec des gens à la Chambre des communes, ça sera tous les mercredis, ils se sont finalement entendus pour ça. C'était les conservateurs qui étaient plus réticents à ça. Finalement, comme vous savez, les libéraux sont minoritaires, donc l'équipe libérale ainsi que le Bloc québécois et les néo-démocrates seront finalement entendus pour faire passer ce projet de loi. Est-ce que la Chambre des communes demeure fermée jusqu'à nouvel ordre? Fermée, je veux dire, ils vont pouvoir y retourner une fois par semaine, mais les conservateurs demandaient 3 fois par semaine. Les libéraux ont finalement eu le dernier mot avec le support du Bloc québécois et du Parti néo-démocrate. Donc, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça aussi pour mon 10 minutes d'actualité. J'espère que vous avez bien apprécié. Mais là, avant d'aller à l'entrevue avec Gabriel Garon, qui fait très intéressant, on va aller en musique. On continue, vous savez, j'avais partagé sur mon Facebook vendredi. Si vous le suivez, je vous encourage. Si vous le suivez pas toujours, allez-y, là. Vous manquez quelque chose. Allez chercher Tom Radio tout de suite sur Facebook. Allez vous abonner. Allez lui mettre un like. C'est toujours très, très apprécié. On est rendu dans le coin des 150 mentions j'aime sur ma page. On atteint le 200. Let's go tout le monde. Mais sinon, où est-ce que je veux en venir, c'est que j'avais partagé la petite chanson, la nouvelle chanson de Jonathan Roy, Light of Los Angeles. Eh bien, ce soir, pour faire entendre cette belle chanson de ce dernier, je la diffuse juste avant l'entrevue de Gabriel Garon. Donc, voici Light of Los Angeles de Jonathan Roy. I see colors in my mind, but this world is black and white. I see colors in my head when I close my eyes and go to bed. I know it seems like I'm moving on, but really we have only just begun. So let me tell you how it is. The lights of Los Angeles, I wish you didn't have to miss. The lights of Los Angeles, see the city in the ocean mist. I wish you could be here for this. I wish you could be here for this. Feel the warmth of the ocean wind and the taste of salt on the tip of my lips. Give me a smoke, come feel my lungs as I stare out into the sun. And I know it seems like I'll change my mind. Good things always take a little time. So let me tell you how it is. The lights of Los Angeles, I wish you didn't have to miss. The lights of Los Angeles, see the city in the ocean mist. I wish you could be here for this. I wish you didn't have to miss. I wish you didn't have to. I wish you could be here for this. Oh, I close my eyes and count to 10.
see those colors once again. So let me tell you how it is. Oh, the lights of Los Angeles, I wish you didn't have to miss. The lights of Los Angeles, see the city in the ocean mist. I know it seems like I'll change my mind. Good things always take a little time. Donc, ce sera pas bien long. Donnez-moi 2 petites secondes. Je vais nous mettre en contact avec Gabriel pour pouvoir commencer l'entrevue. Donc, salut Gabriel, ça va bien? Salut Thomas, ça va très bien et toi? Ben oui, très bien, merci. Dis-moi, comment tu vis ça, la quarantaine? C'est pas trop dur? Ben non, ça va bien. C'est sûr que ça ajoute tous ces défis, le télétravail, d'être confiné tout le temps à la maison aussi, c'est pas facile. Mais ça va quand même bien. Il y a une bonne partie de mon travail que je peux faire de la maison, donc pour le travail, ça va bien. Et j'en profite pour faire mon ménage. J'ai plus de raison de repousser le ménage finalement ou de repousser d'aller faire l'épicerie parce que j'ai juste ça à faire. Oui. Puis sinon, ben, je continue. J'enseigne aussi dans un collège francophone ici à Toronto. Donc, je donne mes cours à distance. Donc là, il a fallu que je remodèle tous mes cours pour pouvoir les donner à distance. Donc, ça me garde pas mal occupé. Puis sinon, ben, j'en profite pour aller prendre des marches à l'extérieur, prendre l'air un peu dans mon quartier pour rester en santé physique, mais aussi et surtout en santé mentale parce que le confinement, Oui. c'est pas tout le temps facile. Non, non, évidemment. Tu dis que tu donnes des cours à un collège francophone en Mhm. Ontario. C'est quoi que tu donnes comme cours en particulier? Je donne des ateliers de journalisme télé et des Oh, ateliers de journalisme radio. C'est cool. le collège La Cité qui a un campus à Ottawa. On a un campus également à Toronto. Donc, c'est des très petites cohortes, étant donné que c'est pour les francophones de Toronto qui veulent étudier en journalisme. Donc, ça fait un petit bassin quand même pour la population étudiante. Mais voilà, ils sont dans le programme de journalisme et moi, je les prends à leur dernière année et on les forme directement dans nos studios à Radio-Canada. Donc, avec notre équipement, avec un employé de Radio-Canada qui est moi, qui les forme vraiment sur le terrain pour aller faire de la cueillette télé et radio. On les met également sur notre plateau du téléjournal, on leur fait faire des bulletins de nouvelles. Donc, c'est vraiment une formation directement dans le milieu professionnel. C'est vraiment très enrichissant, je pense, pour eux. Ah, parfait, ça. Ben, c'est cool que tu donnes ça pour Mhm. des francophones en Ontario. Ouais. Ouais. Dis-moi, t'es allé à l'école de la Seigneurie, toi aussi, à Beauport. Est-ce que t'as Ouais. fait tout ton secondaire là-bas? Oui, j'ai fait mes 5 ans à la Seigneurie. Moi, j'étais Ok. dans le programme de musique-études. Ah, cool. Puis je me suis impliqué beaucoup également à l'école. J'étais dans le gouvernement étudiant. J'ai été président en 2011 pendant mon Ah, année de graduation. Euh, Puis j'ai aussi remis sur pied, aidé à remettre sur pied la radio étudiante pendant que j'étais là. Je sais même pas si la radio étudiante fonctionne encore. il y en Et avait une l'année passée, mais plus cette année, je pense. bon, ben tu vois, ce sera peut-être l'occasion Ouais. de la restarter l'année prochaine. Ouais. Moi, quand j'étais à l'école, quand je suis rentré en secondaire, en première secondaire, la radio étudiante existait, puis ensuite elle est morte. Et Ok. moi, ben je l'ai ressuscitée parce que j'avais cet intérêt-là envers la radio. Ah. Puis ça a marché, t'as fait des émissions pour la radio étudiante. Ouais, ça a très bien fonctionné. On a réussi à recruter pas mal d'animateurs qui faisaient des émissions à tous les midis dans l'Agora. Euh, donc, on avait quand même une belle grosse plage horaire. Je pense que tous les midis étaient occupés sur l'horaire d'un cycle finalement. Euh, donc, moi, je faisais une émission par cycle avec des amis. Ah, parfait ça. Puis vous parliez de quoi exactement dans votre émission, vous? Toi puis On tes parlait amis, pas là? beaucoup, on jouait beaucoup de musique. Ok. Puis on parlait de pas mal n'importe quoi, je te dirais. En troisième secondaire, j'avais pas la finesse d'esprit que j'ai que j'ai maintenant. C'est ça. Ok, je vois. Dis-moi, ben, toi, t'es chef d'antenne à Radio-Canada Ontario. Ouais. Pourquoi t'as décidé de devenir journaliste? Ben, c'est ça que t'es, je pense. Oui, mais exactement. Je suis chef d'antenne, donc j'anime le téléjournal. Mais en tant que chef d'antenne, ma base, évidemment, c'est le journalisme, et je continue de faire du journalisme, que ce soit dans les entrevues qu'on fait en direct
ou parfois je demande à mon rédacteur en chef de me libérer du téléjournal pour aller sur le terrain, justement, pour aller Ok. faire de la cueillette. Euh, Pourquoi j'ai voulu devenir journaliste? C'est une grande question parce que j'ai toujours été intéressé par ce métier-là, passionné par le monde des médias, de la communication. Un peu comme toi, j'avais un studio de radio dans ma chambre puis je faisais des émissions. Dans ce Ok. temps-là, Internet n'était pas super sophistiqué, donc les émissions étaient pour ma mère seulement puis pour ma famille. Mais je m'amusais comme un fou dans ma chambre comme ça avec mon petit studio. Puis ça m'a mené où je suis finalement présentement. Euh, j'ai toujours eu cette volonté-là de travailler, puis de parler, d'être un communicateur. Puis s'il y a des profs de la seigneurie à l'écoute qui m'ont déjà eu dans leur classe, ils peuvent te le dire, j'avais la jasette facile. Puis je pense que c'est encore le cas. Puis c'est ce qui m'a aidé finalement à gravir les échelons, puis à me démarquer dans ce milieu-là. Ah, ben parfait, ça. Fait que t'es un peu comme moi, tu jasais beaucoup en classe. Ouais, la jasette facile, ça m'apportait beaucoup d'avertissements en classe, mais je Ouais. pense que ça m'a apporté beaucoup aussi au niveau professionnel. Ah, ben parfait, ça. Au moins, Ouais, c'est un mal pour un bien. exactement. Ouais. Tu travailles bon, à Radio-Canada, Ontario, comme chef d'antenne. Ça fait combien de temps que t'es à ce poste-là? En Ontario, ça fait exactement un an Oui? aujourd'hui, en fait. Donc, j'animais mon premier téléjournal le 20 avril 2019. Avant ça, j'ai travaillé également pendant plus d'un an et demi à Moncton, au Nouveau-Brunswick, Ok. donc pour la salle de nouvelles de Radio-Canada Acadie. Donc, on couvre les 4 provinces de l'Atlantique. Euh, Là, j'étais journaliste, j'ai été lecteur de nouvelles pour la radio, j'ai été affectateur, j'ai été journaliste web, radio, télé, chef d'antenne. Donc, j'ai vraiment tout fait les postes en Acadie, au Nouveau-Brunswick. Et c'est ça qui m'a permis de finalement parfaire ma formation et gravir les échelons si vite pour arriver chef d'antenne maintenant à Toronto. Ouais. Puis t'aimes ça, le métier de chef d'antenne que tu fais depuis un an? Ah, j'adore mon métier de Oui. chef d'antenne. On développe une certaine proximité avec le public, même si le public est pas là. En studio, il y a moi puis il y a 3 caméras, là. Il y a même pas de technicien, il y a pas de régisseur sur le plateau, il y a moi puis mes caméras. Donc, ça peut être très froid par moment de faire une émission puis de pas avoir personne avec toi, mais on sent quand même la connexion avec le public, avec les gens qui nous écrivent sur Facebook, qui nous envoient des courriels pour nous envoyer des idées de sujets ou pour tout simplement pour nous dire qu'on fait un bon travail. Euh, c'est vraiment le fun d'être chef d'antenne puis de représenter un peu la francophonie ontarienne. Ah, ben c'est cool, c'est parfait, ça. En plus, ben, je tiens à te féliciter vu que ça fait déjà un an que t'es à ce poste-là. Ben merci, c'est très gentil. Ça fait plaisir. Euh, c'est quoi les études que t'as faites pour te rendre au métier que tu fais aujourd'hui? Donc moi j'ai choisi d'aller étudier en ATM, en art et Ok, technologie des ouais. médias, au Cégep de Jonquière. Donc je me suis expatrié tout de suite après ma cinquième secondaire à la Seigneurie. Je suis allé au Saguenay, je suis allé étudier là pendant 4 ans. C'est un programme qui se fait en 3 ans. Moi je l'ai fait en 4 ans parce que j'ai fait journalisme et radio. Ok. Euh, Pendant mes études, je travaillais à la radio communautaire à Jonquière, comme animateur d'abord, puis après ça, j'ai même pris la direction de la programmation pour les bénévoles. J'ai également fait de la promotion pour Énergie et Rouge FM. J'ai obtenu un emploi d'été également avant ma dernière année d'études à Énergie, à Rimouski, donc la radio Énergie. Et je suis retourné à la même radio pour mon stage de fin d'études et je suis resté là pendant près de 3 ans finalement chez Bell Media avant de finalement quitter le monde de la radio pour retourner au journalisme parce qu'à la radio j'étais animateur, euh, donc radio musicale évidemment. Ok. Et après 3 ans, je me suis rendu compte que j'avais fait pas mal le tour, puis que d'informer les gens puis de vraiment faire euh, sa marque finalement. C'est Ouais. ça que je voulais faire, donc c'est pour ça que je suis retourné au journalisme. Donc j'ai travaillé à TVA pendant quelques mois, Ok. puis tout de suite Radio-Canada à Moncton au Nouveau-Brunswick m'ont recruté et je suis parti là pendant un an et demi et là me voilà à Toronto. Ah, ben intéressant. Ça, c'est un beau parcours que t'as eu. T'es passé de Québec, Mhm. Jonquière. TVA, t'étais dans quel coin exactement? À Rimouski. Rimouski? Ok, fait que Ouais, tu t'es donc j'ai vraiment fait la promené radio et partout. TVA. Ah, Ouais, exact. Mais ça m'apporte beaucoup de ben oui. voyager parce que ça permet de comprendre les réalités de plusieurs régions. Parce qu'en étant un gars de la ville, Québec c'est quand même Oui. une ville, ça te permet de comprendre c'est quoi la vie d'une ville. Mais après ça, de comprendre c'est quoi la vie en région comme au Saguenay ou à Rimouski, c'est très 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 formateur côté humain.
Ça permet de comprendre bien des réalités des régions. Ensuite, d'aller à Moncton, au Nouveau-Brunswick, dans une province bilingue, mais où les francophones ne sont pas toujours respectés. Donc, on comprend les revendications des Acadiens, puis c'est très, très, très formateur aussi pour l'anglais. Je suis complètement bilingue grâce à cette expérience-là. Donc, ouais, faut pas avoir peur du voyage, je pense, pour ce métier-là, parce que c'est très, très, très formateur de voir du pays puis de comprendre les réalités de tout le monde. Ah. Ben, c'est le fun, ça t'amène à voyager partout. Puis en plus, comme tu dis, t'as vraiment appris ton anglais en voyageant. Oui, exactement. Ouais. T'as parlé que maintenant, ben, tu demeures à Toronto depuis 1 an, que t'es chef d'antenne en Ontario. Ça a l'air de quoi la situation là-bas à Toronto, avec le coronavirus? Ouf, c'est très spécial, Toronto, en ce moment. On est une aire urbaine de 6 millions de personnes. Oui. C'est une des plus grosses villes en Amérique du Nord. Donc, il y a du monde. Mais pourtant, présentement, les tramways sont vides, le métro est vide. Ça fait vraiment une drôle d'ambiance. Habituellement, à la base de la tour CN, il y a une espèce de gros parc où les gens se rassemblent, ils prennent des photos, et là, il y a personne. Oui. Donc, ça fait vraiment une drôle d'ambiance, mais en même temps, ça nous montre que tout le monde respecte les mesures de distanciation sociale. Et ça, ben, je lève mon chapeau finalement à tous les Torontois qui, justement, restent à la maison. Mais c'est sûr que c'est difficile de voir une ville comme ça, mais en même temps, c'est pareil partout. Hein. Non, c'est ça, c'est pareil. Même à Québec, là, je te dis, ça ressemble vraiment à ça, là. Puis, non, je me rappelle, Toronto, c'est vraiment une place vivante. Comme tu dis, ça doit être spécial de voir ça. Ouais, ben c'est que ça passe oui, il y a des villes où présentement c'est fantôme, il y a personne, mais en même temps, il y a pas beaucoup de vie dans ces villes-là. Oui. Tu sais, je pense entre autres à Moncton. Moncton, C'est ça. j'ai adoré vivre à Moncton, mais c'est pas une ville où il y a beaucoup de vie. Là, présentement, il y en a pas non plus, mais c'est comme la norme. À Toronto, de passer de 6 millions de personnes qui prennent le métro à tous les matins pour aller travailler dans les gros gratte-ciels, et là, de prendre le métro tout seul le matin, ça fait vraiment, vraiment spécial. Ah, c'est sûr, ça doit être spécial. Parce que toi, dans le fond, tu prends le métro pour aller au travail? Non, moi je marche Ok. maintenant pour aller au travail. Je préfère ne pas prendre les transports en commun pendant la crise. Ouais. Donc je prends mon vélo ou je marche le matin pour aller au travail. Euh, Là maintenant, à cause de la quarantaine puis des mesures de distanciation sociale, je fais une partie de mon travail à la maison. Puis ensuite, en milieu d'après-midi, je m'en vais à la station au bureau pour aller faire l'émission. Évidemment, j'ai pas de studio de télé chez moi. Non. Quoi qu'on regarde la possibilité de peut-être me faire animer le téléjournal de chez moi. Oh, ok. Donc ça va être à suivre. On verra bien. Ouais. Puis ça a l'air de quoi de ce temps-ci les studios de Radio-Canada depuis que le COVID-19 est arrivé? Est-ce qu'il y a beaucoup de règles d'hygiène qui ont été mises en place? Est-ce qu'il y a moins d'employés? Il y a beaucoup, beaucoup moins d'employés. Tu vois, dans la salle de nouvelles à Toronto, on est à peu près une soixantaine. OK. Et là, on est 4. Oh. Donc, ça change du tout. On a seulement laissé les équipes essentielles, donc les équipes qui sont en ondes et qui ont besoin d'un studio. Donc, il y a l'équipe radio qui est dans une autre salle de nouvelles. Et il y a l'équipe du téléjournal, donc mon équipe. Il y a moi, il y a mon producteur, son assistante et l'affectatrice qui m'assiste également. Donc, ça fait une drôle d'ambiance et tous les journalistes sont en télétravail. Donc, ça ajoute un peu de défi de communication parce que là, faut fonctionner seulement par des conversations en ligne. Donc, on s'envoie des courriels ou des messages instantanés par Gmail. Mais voilà, donc c'est très vide présentement à Radio-Canada. Et les mesures d'hygiène sont assez strictes. Tout est lavé, tous les micros sont lavés à chaque fois qu'ils sont utilisés. On a nos mousses de micro personnelles. Donc, quand j'arrive en studio de radio, j'apporte ma mousse de micro pour la mettre par-dessus le micro. OK. Et je fais mon intervention. Puis quand je finis mon intervention, je repars avec ma mousse de micro. Donc on fait très attention. OK, c'est bien. Vous faites très bien ça. Avant de finir, je veux juste te demander, est-ce qu'il y a un événement là, que t'as couvert depuis que t'es journaliste, puis vraiment ça t'a marqué, là, l'événement qui t'a le plus marqué depuis que tu fais ce métier-là? C'est toujours difficile de répondre à cette question-là parce que souvent, c'est pas nécessairement le sujet, mais les personnes qu'on rencontre qui font vraiment toute la différence puis qui nous marquent. Il y a eu des rencontres vraiment fascinantes depuis que je fais le métier de journaliste. Mais si je veux vraiment parler d'événements que j'ai couverts, il y en a vraiment beaucoup, des événements extraordinaires, autant sur le côté positif, mais aussi sur le côté négatif. Positif, je pense entre autres à la victoire du championnat des Raptors l'année dernière.
j'ai couvert ça en direct toute la journée pendant la grosse parade. Il y avait 2 millions de personnes autour de moi qui marchaient dans les rues de Toronto. C'était complètement survolté, surréel également. Et j'étais en direct pendant à peu près 5 heures à la télé nationale sur RDI pour faire des directs, pour faire des interventions sur ça. Et c'était complètement hallucinant de vivre ça en direct à la télé. Ça a été extrêmement formateur aussi. Il y a des événements aussi qui nous marquent, malheureusement pour de mauvaises raisons, mais qui nous forment également, qui nous forgent également dans notre personnalité de reporter. Je pense entre autres, j'ai couvert les funérailles de 9 enfants d'une famille de réfugiés syriens qui sont morts dans un incendie à Halifax. Ça fait partie du métier de couvrir ce genre d'événement-là. Oui. C'est jamais le fun, mais en même temps, on apprend beaucoup de ce genre d'événement-là. Je pourrais aussi penser à une fusillade qui s'est déroulée à Fredericton juste l'été avant que je quitte Moncton. Et il y a 2 policiers qui sont morts dans cette fusillade-là. Ça a été vraiment une journée de grosses émotions. Et c'est moi qui ai eu la lourde tâche finalement d'annoncer à la radio que 2 policiers se retrouvaient parmi les victimes. Et Okay. ça a vraiment été un moment très difficile en ondes parce qu'il faut mettre de côté un peu nos émotions puis être journaliste puis rapporter que les faits. Oui. Et sinon, ben, un des plus gros événements, on le vit présentement, puis c'est la crise de la COVID-19. Oui, évidemment. C'est un événement jamais vu et c'est aussi très spécial à couvrir parce que je parlais de funérailles de 9 enfants syriens, je parle d'une fusillade où il y a 2 policiers qui sont morts. Des tragédies, on en vit tout le temps dans notre métier, mais on est tout le temps un peu détaché, même si on est touché par l'événement. Alors que là, dans la COVID-19, on le vit tous ensemble et c'est ça qui est très différent dans le métier de journaliste présentement, c'est qu'on rapporte les faits sur quelque chose qu'on vit nous aussi. Donc, c'est vraiment très spécial à vivre ça, mais on le vit tous ensemble finalement. Ah oui, ben, c'est ça, c'est le métier de journaliste, ça peut arriver, mais c'est vraiment le fun que tu aies pu couvrir autant d'événements, surtout le défilé des Raptors à Toronto, ça devait être impressionnant. Là. Ah, c'était, ouais, survolté, c'est vraiment le mot. Quelques jours avant, j'étais dans un bar pour assister à la finale. Oui. Et quand on est sorti du bar avec les amis, les autobus de la Société des transports de Toronto étaient renversés dans les rues. Il y avait des gens qui sautaient sur les autobus. Il y avait des gens qui grimpaient sur les lampadaires. C'était survolté. C'est Ah ça oui. le mot. C'était vraiment quelque chose à vivre. Ah ben, c'est le fun à savoir ça. Tout. Ben, merci beaucoup, Gabriel, d'avoir été avec nous ce soir. C'était une excellente entrevue. J'ai vraiment aimé ce que tu nous as dit. Ben, merci beaucoup, Thomas. Moi, je veux souligner quand même ton travail parce que dans un temps de crise, de pandémie comme la COVID-19, il y a énormément de désinformation. Oui. C'est aussi notre métier de journaliste, c'est de défaire les mythes puis d'informer avec les vrais faits la population. Donc, bravo pour ton travail. Lâche pas Merci. parce que c'est vraiment important ce que tu fais, surtout dans le contexte de la crise qu'on vit actuellement. Donc, tu as vraiment de quoi être fier. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Ben, merci beaucoup, puis à la prochaine peut-être. Bonne soirée, Thomas. Bonne soirée, au revoir. Donc, c'était Gabriel Garon pour l'entrevue de 20h15. Et puis, ben, tout de suite, on va aller rejoindre Nathan Dessureau pour sa chronique de 20h30. On est en retard de 4 minutes, mais c'est pas grave, on va faire un petit 5 minutes avec Nathan. Donc, on y va avec lui. Encore désolé, ça l'a coupé entre la chanson et le début de l'entrevue. Le podcast sera en ligne dans 50 minutes. Salut Nathan, ça va bien? Oui, toi? Ben oui, très bien. Puis, dis-moi, ça bouge beaucoup dans le monde électronique, cinéma de ce temps-ci? Oui, écoute, on a pas mal de stock qui est sorti la semaine dernière. Beaucoup d'informations, en fait. Ouais. Je vais commencer par, comme je l'avais dit la semaine dernière, Apple a annoncé son nouveau téléphone, l'iPhone SE 2020. Oui. C'est avec un écran de 4.7 pouces, une caméra 12 mégapixels, comme on est d'habitude avec les Apple, une certification IP67, ça veut dire une résistance à l'eau, comme plusieurs téléphones ont présentement, là, c'est pas une nouveauté. On a le chargement sans fil qui est disponible à cette heure. OK. Mais qu'est-ce qui est fun de ces téléphones-là, c'est qu'on n'a pas la même grosseur des autres téléphones 2020, mais on va avoir la puce de l'iPhone 11, c'est-à-dire avoir une rapidité très bonne à comparer de d'autres petits téléphones qu'on retrouvait dans les années précédentes. On a le modèle rouge, noir et blanc de disponible. Il va coûter environ 599 canadiens,
Les précommandes ont commencé vendredi dernier. Alors, si vous êtes vraiment un fan d'Apple qui voulait avoir tous les téléphones, c'est précommandable depuis vendredi. Ce modèle-là, il ressemble beaucoup au iPhone 8. C'est sûr qu'on va avoir les nouvelles technologies, mais c'est vraiment une copie conforme de l'iPhone 8. Si vous voulez un petit peu plus d'informations, je fais une parenthèse. Sur ma chaîne YouTube, je l'ai fait une petite review Ouais. sur ça. C'est sur Ouais, Net c'est Review Electronics. Ah, ben allez vous abonner, tout le monde. Ouais, c'est ça. Ah oui. Du côté de OnePlus, comme je l'avais dit, aussi, ils ont annoncé leur nouveau modèle, leur flagship, comme ils appellent. Ouais. On a le modèle 8 et le 8 Pro. Le 8 ressemble beaucoup au 7. C'est juste que vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur le oneplus.com. Je ne couvrirai pas sur ça parce qu'il y a beaucoup d'informations puis ça peut être long. Le 8 Pro, je peux vous en parler un peu. Il y a un écran de 6.78 pouces. On a 8 GB de RAM ou 12 GB de RAM. C'est sûr que 12 GB de RAM, on va avoir un modèle plus cher un peu. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les RAM, là encore, c'est plus le RAM est haut, plus son téléphone va aller vite. On retrouve 4 caméras dessus. Puis on va trouver ce téléphone-là à un prix de 899 US, environ 1200 $ pour un téléphone. C'est cher, mais on est rendu habitué avec les technologies de 2020. Ah non, c'est sûr. C'est pas donné un sel. Ouais, c'est ça. Ensuite, du côté cinéma, Denis Villeneuve, notre réalisateur québécois, va faire un remake de Dune. Pour ceux qui connaissent Dune, l'original a été sorti en 1984. Je ne l'ai pas vu, mais pareil, c'est quand même un gros blockbuster qui est sorti dans les années 1900. OK. On va retrouver les acteurs Jason Momoa, lui qui fait Aquaman. Oui. Zendaya, elle qu'on voit dans Spider-Man, MJ, comme qu'on l'appelle dans le film. Et Oscar Isaac, lui qui fait Poe Dameron dans Star Wars, les nouveaux, le 7, 8, 9. Oh. Ensuite, pour ceux qui ont Disney+, et qui ont écouté la série Le Mandalorian, Disney+, va sortir un documentaire sur cette série-là de 8 épisodes. La journée de Star Wars, qui est le 4 mai, pour le May the Fourth be with you. Écoutez le jeu de mots. Et je vais vous parler, c'est rare que je vais dans ce coin-là, mais je vais parler un petit peu de musique. Oui. Ce coup-là, parce que je trouve ça vraiment beau, qu'est-ce que les célébrités ont fait, là. Je sais pas si vous êtes conscient qu'il y a eu un spectacle, un concert, samedi soir vers 8h. Ouais, à Clubhouse. Ouais, le One World, là. Ouais. Qui ramassait beaucoup d'argent. On retrouvait Lady Gaga, Céline Dion, puis Shawn Mendes, puis plus de noms, là, les Rolling Stones, etc. Ils ont réussi à ramasser 125 millions de dollars. Oui, wow. Ah non, un petit peu moins, là, ouais, c'est beaucoup. Hein. OK, ouais. 12 millions, excusez. Ah, 12 millions, pas payé, quand même. Ouais, TVA m'aide un peu, OK. C'est ça, 12 millions de dollars, c'est quand même beaucoup. Ah, l'argent va tout être distribué pour le combat contre le coronavirus. Ah, fait que beaucoup d'argent dans la recherche. Ouais, c'est ça. Ah, bonne nouvelle, ça. Puis, si vous voulez entendre les chansons qui ont Spotify ou Spotify normal, vous pouvez aller les réécouter sur Spotify. Ils sont disponibles depuis dimanche, je crois. Ah, intéressant, ça. Fait que, Ouais. est-ce que ça fait le tour pour ta chronique ou il y a d'autres choses que tu voulais nous parler? Ouais, c'est ça. La semaine prochaine, je vais vous parler de le All-In Challenge qui a été mis en ligne il n'y a pas trop longtemps, là. Je sais pas si c'est quoi, Tom, là. Je suis pas sûr, mais en tout cas... Non, je vais vous en parler plus la semaine prochaine, mais c'est des célébrités, peu importe, des TikTokers, des chanteurs, des acteurs, qui offrent des entrées pour un concours qui peut être gagné pour ceux qui font des dons. Alors, plus tu donnes l'argent, plus tu as de chances de gagner. Mais je vais vous en parler plus la semaine prochaine. Là. Ça se développe encore, ça dit. Parfait, ça. Ouais. Bon, c'est pas mal tout. Ah, ben parfait, ça. Puis, bonne soirée, Nathan, puis à la semaine prochaine. Yes, à toi aussi. Yes, salut. Salut. Alors, c'était Nathan Dessureau pour la chronique de 20h30, là, qui était un petit peu plus retardée, mais c'était une excellente entrevue de Gabriel, je le remercie encore. Merci à Nathan pour cette excellente chronique. Avant de finir, je vous rappelle qu'est-ce qui nous attend demain et les invités de la semaine, pour si vous n'étiez pas là vendredi. Sinon, si vous n'avez pas entendu l'émission de vendredi, allez écouter le podcast s'il est en ligne. Là, donnez-moi 2 petites secondes, j'ai dit, je suis encore dans mon mode appel, je vais m'en mettre en mode normal.
Bon, ok, je suis de retour dans le mode normal. Bon, qu'est-ce qui nous attend demain? Demain, Sylvain Roussy, qui est propriétaire de la poissonnerie Québec-Océan, dans le coin de la Fruity 440, Vanier, Fleur de Lys, le coin que vous préférez. Tu vas venir nous parler de comment est-ce qu'il vit ça en tant que propriétaire d'une PME, petite moyenne entreprise. Ça va être très intéressant, donc très hâte de vous présenter ça. Sinon, mercredi soir, une entrevue que j'ai réalisée hier soir avec Luc Laliberté, professeur d'histoire et de civilisation au Cégep Garneau, qui parle aussi beaucoup de politique américaine, pour venir nous parler, qui m'a parlé dimanche soir, mais je vous diffuse ça mercredi soir, jeudi soir, jeudi ou vendredi, je vous l'ai dit, là, ça dépend, ça va dépendre, ça se peut, mais c'est de bonnes chances pour être jeudi. Jeudi soir, Bérénice Tardif qui, en ce moment, elle a été mise à pied temporairement de 100.9, mais va revenir par la suite en raison du COVID-19. J'en avais parlé, ça arrive beaucoup en radio de ces temps-ci, qui animait beaucoup le show, qui animait le show du matin et le show de 9h à midi, qui travaillait d'ailleurs avec Mélissa Paquette, que j'avais comme invité le 1er avril dernier. Donc, et sans oublier que vendredi soir, ça sera Conrad Gagnon, qui est mon grand-père, qui va nous parler de comment est-ce qu'il vit ça, être confiné en tant qu'aîné de 70 ans et plus. Donc, ça ressemble à ça pour mes invités de la semaine prochaine. Très hâte de vous présenter ça. Donc, demain, je vais vous présenter l'entrevue avec Sylvain, et puis, évidemment, un tour de l'actualité. Donc, très hâte de vous présenter ça. J'espère que vous avez aimé l'émission de ce soir. Désolé encore pour le petit bug qu'il y a eu là, lors de l'appel, lorsqu'il a fallu que je change de l'entrevue à la musique, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Sinon, je vais mettre le podcast en ligne. Il devrait être en ligne d'ici 21h30. De toute manière, je le poste tout le temps sur ma page Facebook, que je vous rappelle d'aller liker ou abonner. Donc sur ça, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde, et je vous dis à demain. Salut!